Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Fronus. Avant toute chose, j'aimerais vérifier que tout le monde peut bel et bien m'entendre. Donc vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue à votre droite et lever la main. Nous commencerons quand tout le monde aura levé la main, ou en tout cas la majorité. Si vous avez des problèmes à nous entendre ou à voir ce qui se présente, vous pouvez l'écrire en tant que question dans le chat. Très bien. Bon bah je vois que tout le monde peut m'entendre, ou quasiment. Donc on va se lancer. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Fronius consacré au Perfect Charging. Je suis Victor Legal, un conseiller technique chez Fronius France, votre présentateur, et je serai assisté durant ma présentation par mon collègue Jean-François Estimado, responsable commercial. Cette présentation est la première d'une série de 3 webinaires qui apporteront des connaissances générales sur la batterie, sur le chargeur, ainsi que sur les solutions Fronius qui existent actuellement et celles qui viendront prochainement en fin 2020 ainsi qu'en 2021. Ce premier webinaire va donc vous permettre de maîtriser les bases du fonctionnement d'une batterie ou bien de les revoir. Nous aborderons d'abord un historique assez court sur les batteries et les chariots avant d'aborder des solutions de charge créées et de finir par une explication du fonctionnement interne d'une batterie. Cette dernière partie est assez importante puisqu'elle servira de base pour le second webinaire qui celui-ci abordera les problèmes de charge rencontrés en intralogistique. Tout au long de cette présentation, vous pourrez poser des questions dans le chat textuel auxquelles nous nous efforcerons de répondre en fin de présentation. Et si vous perdez le fil ou que vous devez vous absenter pour diverses raisons ou que vous aurez trouvé ce webinaire tellement incroyable que vous devez le recommander à vos collègues, sachez qu'il y aura une vidéo qui sera en ligne à laquelle vous pourrez obtenir et la diffuser. Tout d'abord, pour bien comprendre une technologie, il est important d'en connaître les origines. L'électricité et sa maîtrise sont un sujet que les scientifiques du 19e siècle qui intéresse beaucoup les scientifiques du 19e siècle, et les batteries sont au cœur de cette évolution technologique. On ne parlait alors pas de batterie, mais d'accumulateurs. Ceci permettait de stocker de l'énergie électrique pour la retransmettre afin d'alimenter directement des systèmes et des installations comme par exemple de l'éclairage public. Le début de l'histoire des accumulateurs commence en 59 avec Gaston Planté, un Français, qui invente le premier accumulateur. Il s'agit alors de feuilles de plomb spiralées qui sont séparées par un tissu de lin et qui sont plongées dans un récipient en verre rempli d'acide sulfurique. Pour charger un tel accumulateur, à ce moment-là, on utilisait des magnétos à aimants qui fournissaient un rendement assez faible. Et c'est pourquoi, en 1871, Zenobe Gramme invente une dynamo semblable à celle que vous utilisez pour les lampes de vos vélos. Elle permet donc de transmettre l'énergie mécanique et de la transformer en énergie électrique. Cette découverte est également importante puisqu'elle permet de découvrir la réversibilité de cette action, ce qui permet donc de transformer l'énergie électrique qu'on utilisait alors pour l'éclairage public et pour tout simplement allumer une lampe et la transformer en énergie mécanique, ce qui va permettre d'alimenter des moteurs, des turbines, etc. 9 ans plus tard, Alphonse Faure fait breveter un accumulateur qui utilise des plaques de plomb qui sont enrobées d'une pâte d'oxyde de plomb, ce qui augmente énormément leur capacité de charge, et ça seront les premiers accumulateurs qui seront vraiment industrialisés. La véritable révolution des accumulateurs du 19e siècle vient avec Henri Tudor, un luxembourgeois qui, à Rosport, décide de relier une dynamogramme à une roue à aube dans son moulin. Il essaie ainsi d'alimenter son installation électrique et constate que celle-ci fournit un courant qui est très irrégulier. Il décide donc d'employer des accumulateurs pour stocker l'énergie qu'il accumule avec la roue à aube et ensuite d'utiliser donc ces batteries pour charger son courant continu. Le problème qu'il rencontre alors est la corrosion beaucoup trop rapide des plaques de plomb, ce qui l'oblige à les changer régulièrement. Il décide donc de créer ses propres plaques de plomb de très grande taille en mêlant les procédés forts et plantés, et celles-ci dureront durant 16 ans.
Cela va permettre de populariser ce système et de fournir une alimentation électrique à l'échelle de villes entières comme à Echternach, non loin d'Eurosport, qui sera la première ville avec éclairage public en 1912. Quant aux chariots de manutention, il faudra attendre de nombreuses années ainsi que les couvertures électriques des villes industrielles pour les voir se développer. Le premier chariot électrique de logistique est revendiqué par Clark en 1917. Et à ce moment-là, c'est plutôt un tracteur avec une cagette qu'il faut charger et décharger manuellement, ce qui est quand même très loin des chariots électriques qu'on utilise aujourd'hui. Le premier véritable chariot élévateur avec fourche rétractable est créé en 1923. Et c'est la standardisation des dimensions de la palette euh, du 1200 par 800 mm en 1930 qui permettront d'étendre tout ce marché. Quant aux accumulateurs des chariots, on les recharge à l'époque avec le courant alternatif local, en les branchant directement sur le réseau, ce qui est assez douloureux pour la batterie et assez difficile à imaginer aujourd'hui. Il faudra attendre la moitié du XXe siècle pour qu'émergent des technologies permettant de convertir le courant alternatif en courant continu et permettre donc une charge efficace. La première des technologies que j'aimerais vous présenter est le chargeur ferro-résonant, qu'on appelle aujourd'hui couramment le chargeur 50 Hz. Ce chargeur évolue énormément au cours des décennies, à la fin du XXe siècle, et il est encore employé aujourd'hui. La photo que vous voyez d'ailleurs n'est pas celle de n'importe quel chargeur, mais il s'agit du premier chargeur fabriqué par la main de Günther Fronius en 1946. Car comme Disney, Microsoft ou bien les Harley Davidson, Fronius est une histoire qui a commencé au fin fond d'un garage. Il a comme intérêt d'être extrêmement économique, en plus de faire partie d'une technologie éprouvée. En revanche, la perte énergétique des chargeurs 50 Hz est extrêmement importante et sa surcharge de batterie est élevée. C'est pourquoi, dans les années 90, on voit la naissance de nombreuses technologies merveilleuses, comme par exemple Internet, les Tamagotchi, mais surtout le chargeur à haute fréquence. Comparé à ses prédécesseurs, celui-ci a un rendement clairement meilleur. Il est beaucoup moins volumineux. Toutefois, le rendement reste difficilement acceptable aujourd'hui. euh, et c'est- il est difficilement acceptable aujourd'hui, et c'est pourquoi il évolue énormément encore durant les décennies qui suivent pour obtenir les chargeurs à haute fréquence de seconde génération, comme ceux qu'on a aujourd'hui. Ils sont donc améliorés, mais à ce moment-là, on entre dans l'ère de la connectivité au XXIe siècle, et il devient nécessaire d'avoir des batteries qui deviennent intelligentes, ainsi que des chargeurs qui puissent communiquer avec. C'est pourquoi Fronius propose aujourd'hui sa dernière génération de chargeurs basée sur la technologie nommée RI, pour résistance interne. En calculant la résistance de la batterie à chaque moment de la charge, en chaque point, elle adapte sa courbe en fonction pour optimiser du coup la durée de vie de la batterie ainsi que la charge, permettant des gains économiques assez substantiels. Les détails de la courbe RI sont nombreux ainsi que ses avantages, mais ils seront abordés dans le prochain webinaire puisque avant cela, il faut comprendre comment fonctionne une batterie pour comprendre comment fonctionne un chargeur. Cela nous amène donc à la troisième et dernière partie, ainsi que la plus intéressante de ce webinaire, comment fonctionne une batterie. Tout d'abord, une batterie est composée de différents éléments faisant chacun 2,1 volts. Donc une batterie de 24 volts est composée de 12 éléments. Les différents éléments comportent des plaques de plomb pur qui forment les électrodes. L'électrode positive, appelée la cathode, est recouverte d'une couche d'oxyde de plomb PbO2 qui permet d'augmenter sa capacité. Les deux électrodes sont ensuite plongées dans de l'électrolyte, une solution aqueuse d'eau distillée et d'acide sulfurique qui va permettre les échanges électrochimiques. Et enfin, des séparateurs ou buvards empêchent les électrodes de se toucher, mais qui laissent quand même passer l'électrolyte et donc les électrons. Intéressons-nous désormais à ce qui se passe à l'intérieur de la batterie. Vous pouvez voir en jaune l'électrolyte, une fois mélangé, et en vert les ions sulfate issus de l'acide sulfurique. L'anode négative est l'électrode où se produit l'oxydation, c'est-à-dire qu'elle va capter les électrons. A contrario, la cathode positive est l'électrode où se produit la réaction de réduction, c'est-à-dire qu'elle fournit des électrons. Lorsqu'on branche la batterie à un élément consommateur de courant, comme une lampe, les électrons se déplacent à travers la solution et dans le sens contraire du courant. La batterie est alors chargée à 100% et la tension des éléments est de 2,1 volts. À la décharge, les deux électrodes se sulfatent.
L'oxyde de plomb sur la cathode est lentement consommé durant l'opération. L'enrobage de cette électrode se désagrège peu à peu, tombant dans l'électrolyte. Des ions négatifs O2- atterrissent dans la solution et il faut donc rétablir l'équilibre chimique. C'est pourquoi les ions sulfate et SO4- vont venir se greffer sur les électrodes, c'est ce qu'on appelle la sulfatation. Cela signifie que l'électrolyte est consommé. On perd en sulfate dans le mélange et la densité de l'acide diminue avec la décharge. L'oxyde de plomb de la cathode libère des ions oxygène qui, associés aux ions hydrogène, vont former de l'eau. Ainsi, plus la réaction avance et plus la densité de l'électrolyte diminue, et donc la tension de l'élément. Si on pousse la décharge à ses limites, il ne resterait à la fin dans l'électrolyte que de l'eau, ce qui rendrait les réactions électrochimiques tout simplement impossibles. Ainsi, plus la décharge avance, moins la batterie est capable de fournir de l'énergie car les éléments entrés dans la réaction ne sont plus disponibles dans des quantités suffisantes. On descend à 60% de décharge, puis à 80%. Au-delà, on parle de décharge profonde. C'est-à-dire que les électrodes ne sont plus complètement immergées, qu'elles sont sulfatées et ont donc moins de surface de réaction avec l'électrolyte. La tension de la batterie est également plus faible et sa capacité de transfert d'énergie en est réduite. Pousser la batterie au-delà de 80% de décharge pourrait la tuer. À ce stade, la densité est de 1,14 et la tension de l'élément approxime les 1,8 volts. Lors de la charge, on effectue l'opération contraire, c'est-à-dire que les ions sulfate collés aux électrodes vont redevenir aqueux et remplir l'électrolyte, ce qui va faire remonter la densité et donc la tension. La batterie est de nouveau prête à servir, mais car cette opération a eu quelques incidences malencontreuses, on aura perdu de l'eau dans l'opération à cause de la surcharge, qui arrive en fin de processus. Des dégagements gazeux H2O ont fait s'évaporer l'eau, raison pour laquelle il faut de temps à autre faire le niveau d'eau. Du sulfate resté trop longtemps sur les électrodes peut également rester collé aux électrodes, ce qui réduit donc énormément l'efficacité de la batterie. Enfin, l'explication que je vous ai présentée concerne les batteries au plomb ouvert. Il existe aujourd'hui de nombreuses batteries d'autres technologies, notamment les batteries VRLA pour Valve Regulated Lead Acid, qu'on appelle très couramment les batteries gel. Ce sont des accumulateurs entièrement étanches qui sont capables de reconditionner les gaz qui arrivent en fin de surcharge et qui ont tendance à s'évaporer. On en distingue deux types. Les batteries gel, dans lesquelles l'électrolyte est figé, et les batteries AGM, où l'électrolyte est condensé dans des buvards en fibre de verre comprimés entre les électrodes, ce système facilitant les échanges ioniques. Ces batteries ont de nombreux avantages comparées au plomb ouvert classique. Tout d'abord, elles ont une autodécharge assez faible. Grâce à leur étanchéité, elles sont résistantes aux chocs et aux inclinaisons, puisqu'il n'y a aucun risque que du liquide s'en échappe, ce qui les rend très utiles dans les bateaux, les voitures ou les avions. Mais leur plus gros avantage réside dans l'absence d'entretien. On n'a en effet nul besoin de faire le niveau d'eau puisque les batteries sont étanches et l'eau évaporée va se reconditionner pour redevenir liquide à la fin de la charge. Toutefois, ces batteries ont également de gros inconvénients. Elles ne supportent pas les vitesses de charge et les tensions de charge trop élevées. Elles sont également plus chères que les plombs ouverts classiques malgré leur durée de vie plus longue. Mais le plus gros problème reste l'emballement thermique, ou thermal runaway en anglais. La surcharge et la surchauffe sont particulièrement nocives pour une batterie VRLA, en plus d'être dangereux, si le processus de charge n'est pas contrôlé. Vous savez désormais comment fonctionnent des batteries au plomb. Ces connaissances vont être nécessaires pour le prochain webinaire qui abordera les sujets techniques concernant les problèmes rencontrés en intralogistique. Nous aborderons également les facteurs de vieillissement de la batterie et entrerons plus en détail sur la technologie RI. Nous vous enverrons à tous une invitation à ce second webinaire de la série qui aura lieu le 16 juillet mais également le 6 août si certains d'entre vous partent en vacances entre les deux. Encore merci d'avoir participé à ce webinaire et nous allons désormais répondre à vos questions si vous en avez. Très bien, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc soit ça a été très clair, soit ça ne l'a pas été du tout. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir participé et encore une fois, vous pouvez inviter vos collègues si vous avez trouvé que ça a été très plaisant ou si vous avez trouvé que c'était instructif. La vidéo sera bientôt disponible et nous vous enverrons un lien pour que vous puissiez la visionner.
Et également, si vous n'avez pas trouvé la présentation si terrible que ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos collègues que vous aimez les moins. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.